Bien, bonjour à tous. Je me présente Thierry Desrets. Je suis maître de conférence à l'Université Le Havre-Normandie. Aïfa et Cyril se présenteront au fur et à mesure du déroulé de cette table ronde. Alors, déjà, l'intelligence artificielle, effectivement, je ne suis pas sûr qu'on en soit au début parce que Cyril pourrait nous dire qu'il y a pas mal de temps que cette affaire d'intelligence artificielle est en route. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un essor particulier depuis 2022 autour de l'intelligence artificielle. Alors, pour qu'on soit à l'aise avec l'intelligence artificielle, on a choisi de vous dire juste deux choses pour parler d'IA. Hein. C'est-à-dire que l'IA, c'est un ensemble de technologies informatiques qui permettent de résoudre des problèmes complexes. Alors la complexité, c'est toujours effectivement associé à l'IA, hein, et que l'on pensait réserver à l'intelligence de l'être humain, l'intelligence humaine. Hein. Donc voilà un peu voilà, quand on sait ça. Et puis aussi, il existe de nombreux types modèles et catégories d'IA. Il n'y a pas simplement l'IA tel que vous connaissez, hein, ChatGPT bien sûr, qui est le célébrissime actuellement, qui lui est un chatbot, hein, et qui relève de l'IA particulier qu'on appelle de l'IA générative. Aïfa nous en parlera davantage dans les applications. Alors, les raisons de parler d'IA et de logistique, en fait, nous avons effectivement mis en avant deux raisons, qui plus exactement une question et un constat. Alors, la question, c'est quels métiers, quelle industrie ne seront pas affectés par la vague de l'IA? Alors, nous sommes aujourd'hui au LH Forum, qui est un forum consacré aux métiers du maritime et du portuaire. Eh bien, la réponse, elle est simple, aucun. D'où effectivement l'importance aujourd'hui de s'imprégner un peu de cette IA. Alors la réponse là et cette question, c'est celle de Sundar Pichai qui est le PDG d'Alphabet, qui est la maison mère de Google. Hein, donc voilà pourquoi il était important aussi que l'on parle d'IA et de logistique. Et puis l'autre aspect, eh bien, ce qui est beaucoup plus proche de la logistique, eh bien, c'est que les chaînes d'approvisionnement sont de plus en plus complexes. De plus en plus complexes, c'est-à-dire qu'elles collectent de plus en plus de données, généralement en temps réel, et ces données, il faut pouvoir les traiter. Et également en temps réel pour aboutir à la perspective, à l'aide à la décision, enfin toutes sortes de choses. Et donc, maintenant, quand on fait de la logistique, on parle surtout de stratégie pilotée par la donnée. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des données que l'on est capable de récolter et ce que l'on en fait qui va permettre de piloter la chaîne d'approvisionnement, la chaîne logistique, la supply chain, enfin, toutes ces choses-là. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de raisons de parler d'IA et de logistique. Et ce que je vous propose tout de suite pour vous en parler dans les faits, puisqu'effectivement il y a déjà des applications qui sont en place, c'est de passer la parole à Aïfa qui, elle, va vous parler davantage d'IA générative et quelles sont les applications aujourd'hui qu'elle a pu développer dans le cadre de son activité professionnelle autour de l'IA générative. Aïfa, je te laisse la parole. Merci Thierry. Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous d'assister à cette table ronde. Donc moi, je suis responsable d'innovation chez Sogет et voilà, on travaille dans le domaine logistique. Donc en fait, actuellement, oui, merci. Donc en fait, la logistique et l'intelligence artificielle, ça commence à, on va dire, avoir le jour aujourd'hui. Comme disait Thierry, la chaîne d'approvisionnement est complexe et il y a plusieurs intervenants et il y a plusieurs problématiques. Justement, l'IA est une solution que maintenant les acteurs logistiques penchent dessus pour résoudre ces problématiques.
Parmi les problématiques qui posent, on va dire, un très grand intérêt, souci ou à laquelle il faut qu'on réponde et on donne des solutions, c'est la visibilité. Donc le manque de visibilité, ça pose des problèmes dans la planification pour les acteurs logistiques. Donc une des solutions que les acteurs logistiques envisagent ou prévoient, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle dans la chaîne logistique afin de permettre d'avoir des informations, puisqu'on a plusieurs données, mais on ne sait pas comment les exploiter. Donc l'IA, maintenant, nous permettra de les exploiter. L'IA générative, donc comme vous le savez, il y a Chatbot qui en 2022, donc ça commence à être utilisé dans plusieurs on va dire, outils tels que les téléphones ou bien dans les assistants personnels comme Alexa. Donc cette IA générative est intéressante dans le sens où on peut communiquer avec cet outil pour nous donner des informations. Et l'IA générative, en fait, elle se base sur des modèles qui sont des algorithmes qui permettent de récolter un ensemble d'informations et par la suite les traiter et proposer des textes, par exemple un résumé d'un texte ou bien une analyse des informations. Donc dans le domaine logistique, cette IA est utilisable. Bien sûr, il y a des limites, mais on peut utiliser cette IA générative dans notre domaine logistique. Chez Sogeit, on a développé, on va dire, on travaille dessus actuellement, mais on a développé des outils, par exemple de résumé de texte ou bien des outils qui permettent de générer des rapports d'une façon automatique, d'aider bien sûr notre service support à répondre aux requêtes des clients, et tout ça en utilisant l'IA générative. Donc là, dans notre monde logistique, l'IA va être présente. C'est-à-dire on ne peut pas s'en passer, on ne peut pas ne pas en tenir compte. Donc il faut qu'on travaille dessus et il faut qu'on propose bien sûr des solutions qui vont permettre de faciliter la vie de tous les acteurs. Là, par exemple, chez nous, donc je vous ai parlé de l'utilisation de l'IA générative, mais pas seulement l'IA générative qu'on utilise chez Sogeit. On peut aussi utiliser d'autres technologies d'intelligence artificielle, telles que par exemple, on a un produit qui s'appelle NG1, lui permet d'aider les acteurs, que ce soit des transitaires ou bien des agents maritimes, à planifier à suivre plutôt leurs marchandises. Donc là, on utilise les IoT, c'est-à-dire les objets connectés. Donc ça peut être le GPS qui est dans un camion. Donc on récupère ces informations-là et on produit le chemin, en fait, une application qui permet de donner l'information où est la marchandise ou le conteneur en temps réel. On a aussi un outil qui s'appelle Mayotea et lui utilise la prédiction, qui est un autre domaine de l'intelligence artificielle, qui permet de prédire l'heure d'arrivée d'un conteneur au port. Donc là, c'est un outil qui est accessible actuellement, et dans les prochains travaux, on prévoit de prédire d'autres dates, par exemple la date de sortie de conteneur, etc. Et là, ça va permettre d'aider les acteurs logistiques à planifier les ressources techniques ou bien les ressources humaines. On a aussi un outil d'analyse de l'empreinte carbone, et on peut, avec cet outil-là et grâce à l'IA, de planifier par exemple un parcours de marchandises qui est le moins émetteur de CO2.
tous ces technologies, tous ces services-là et toutes ces technologies-là, derrière, on utilise une technologie qui, elle, peut-être pas très IA, mais ça permet en fait de produire des logiciels qui utilisent les solutions de l'IA. C'est juste une manière en fait de transmettre les données autre que la façon traditionnelle, c'est les API. Donc, c'est une façon de transmettre la donnée qui est générée par nos modèles IA à nos acteurs d'une façon simple et voilà, simple à mettre en œuvre. Donc tout ça, c'est les produits qu'actuellement Sogeit travaille dessus. Et bien sûr, il faut pas, quand on parle IA, il faut pas oublier aussi la notion d'éthique. Donc quand on développe des outils où il y a l'intelligence artificielle et surtout l'IA générative, il faut aussi ne pas oublier que ces outils-là, il faut les analyser les résultats pour ne pas avoir des résultats biaisés. Donc Cyril, je pense qu'il va en parler un peu plus que moi, mais en tout cas, voilà, l'IA est très importante dans notre domaine et voilà. Très bien, Ifa. Tu m'as pris mon passage de relais avec Cyril, effectivement. Donc Cyril, l'IA générative, c'est énormément démocratisé. Hein, c'est vraiment le fait, effectivement, par rapport à cette IA. Alors effectivement, aurions-nous des motifs de nous inquiéter, Cyril, ou plus exactement, aurions-nous des précautions à prendre dans l'utilisation de l'IA ? Oui, alors avant de parler de précautions, d'abord je me présente, donc je suis Cyril Bertel, je suis professeur des universités. J'effectue mes recherches dans un laboratoire qui s'appelle le LITIS, donc le laboratoire d'informatique et de traitement de l'information et des systèmes. Donc l'Université du Havre a une spécificité que vous connaissez tous, c'est qu'elle est située au Havre. Et le Havre, c'est une place portuaire majeure. Et un certain nombre d'universitaires ont un certain goût pour faire leurs recherches en lien avec le territoire. Voilà, c'est ce qu'on développe, notamment avec des partenaires. Et le LITIS est associé avec Sogeit, justement, sur des projets de laboratoire communs pour regarder comment on peut intégrer des nouvelles technologies dans les systèmes d'information et les plateformes de données que développe Sogeit. Juste pour revenir un peu sur l'IA, Thierry m'a tendu la perche tout à l'heure. Effectivement, l'IA date d'un certain temps. Hein, les précurseurs, c'est Alan Turing, Marvin Minsky et John McCarthy qui ont introduit cette notion d'intelligence artificielle lors d'une conférence en 1956, dans l'idée, hein, pour essayer d'être un peu plus concret sur ce qu'on entend par intelligence artificielle, leur idée c'était de se dire si on est capable de décomposer de manière assez fine les modes de raisonnement d'un humain quand il prend des décisions ou fait des choix complexes. Si on arrive à écrire ça de manière assez fine, eh bien, pourquoi on n'arriverait pas à le mettre en place dans un ordinateur ? Voilà, c'est un peu le but de l'IA avec tout un tas de processus bien compliqués. Hein, quand vous avez un système qui joue aux échecs, vous comprenez qu'il y a tout un tas d'explorations à faire pour essayer d'analyser ce que fait un joueur d'échecs. Donc, on essaye de doter donc, des machines de capacité à reproduire des comportements humains en introduisant de l'apprentissage, du raisonnement, de la planification et aussi de la créativité. Donc, dans cette activité-là, il y a il y a la notion d'apprendre avec les données, hein, ce qu'on appelle le machine learning en anglais. Et puis, à partir de ça, on essaye aussi d'en générer des nouvelles. Donc, c'est ça qui constitue l'IA générative. Donc, dans l'IA générative, on a une masse de données hein, qui proviennent de certaines bases qui peuvent être identifiées, qui proviennent d'Internet et de tout un tas de sources possibles. Et puis, vous avez une interrogation du système. Donc, l'interrogation, ça se fait par un chatbot, comme ChatGPT, mais pas simplement par un chatbot. Hein. Vous pouvez
attaquer les moteurs qu'il y a derrière ChatGPT par un certain nombre de processus. Alors, je parle de ChatGPT, on pourrait parler de Mistral pour parler des outils français qui sont tout aussi efficaces, pour lesquels il faut peut-être faire plus de commercialisation aujourd'hui. À partir de ça, donc, on a un système à base d'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qu'on a de spécifique dans les moteurs dans l'IA? Vous pouvez comprendre que pour essayer de reprendre des activités ou des raisonnements humains, on peut avoir plein de mécanismes qui se mettent en place. Sur l'intelligence, sur l'IA générative, en fait, on utilise ce qu'on appelle des modèles massifs de langage, LLM en anglais, qui consiste en fait dans un langage à essayer de trouver des patterns ou des choses comme ça qui peuvent caractériser par exemple les propos que tiennent telle ou telle personne. Sur ChatGPT, si vous lui demandez de vous dire un discours à la manière de Donald Trump, il va vous faire quelque chose qui est voilà, très, très caractéristique, ça marche très bien. Donc il apprend aussi de la manière dont vous vous exprimez pour associer des mots les uns avec les autres et essayer de construire en fait des textes. Alors ça peut être des textes, ça peut être des images, ça peut être des vidéos, de la musique. Voilà. Derrière, il y a tout un tas d'analyses qui se font avec tout ce qu'on entend parler de manière abondante aujourd'hui autour des réseaux de neurones. Donc ça, c'est pareil, ça date des années 60, mais du deep learning qui est un peu plus récent, avec des techniques un peu plus massives d'analyse de réseau. Alors, les applications de l'IA générative, alors je reprends ce petit dessin-là pour illustrer des cas d'application que AIFA a pu donner. Par exemple, ce que je peux faire, c'est une application de ce système-là. C'est vous avez une entreprise qui reçoit de manière massive tout un tas de ses clients, tout un tas de demandes de devis pour faire du transport de marchandises, par exemple. Donc ça peut être un travail assez long d'analyser tous les mails que les gens envoient à un destinataire donné, qui doit analyser ce qu'on lui demande, etc. Donc ça se fait assez bien avec ce genre d'outils, dans lequel je vais avoir justement un processus automatique, je ne vais pas utiliser un chatbot, mais je vais avoir un processus automatique qui va analyser mon mail, faire ressortir les différents éléments caractéristiques d'une commande, et puis ensuite, à partir d'une base de données, va générer un devis de manière automatique. Les gens qui expérimentent ça, parce que ça se fait déjà, dans les discussions qu'on a avec nos différents partenaires sur le territoire, il y a déjà des applications un peu de ce type-là. Il y a toujours à la fin un opérateur qui vérifie, et voilà, ça ne se fait pas de manière automatique jusqu'à la fin, c'est toujours recommandé d'être assez prudent. Par contre, alors là, je vous ai mis une croix rouge sur d'autres exemples. Il y a d'autres choses qui ne relèvent pas de la construction, de la génération de langage. Par exemple, si je veux faire de la prévision de vente, d'arrivée de navires dans un port, calculer des indicateurs, faire des bilans carbone, faire de l'optimisation, des mesures de performance, j'ai besoin d'utiliser un certain nombre de choses. C'est d'autres outils, ça. Voilà, on reste dans l'IA, mais d'autres outils. On peut utiliser des données à partir de ça, mais ce n'est pas simplement créer des textes ou créer des images. C'est d'autres types de choses. Alors après, dans ces outils-là, on peut toujours penser à associer d'autres outils, mais la caractéristique de l'IA générative, qui est de construire des langages, de construire du texte ou des images, c'est derrière les LLM, c'est différent que de faire des calculs d'optimisation, par exemple. Et puis pour terminer, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, pour terminer effectivement sur le côté un peu prudence, c'est qu'il y a une première chose, déjà quand vous interrogez ChatGPT, je ne sais pas si vous avez fait quelques expérimentations, ChatGPT vous répond toujours à toutes les questions que vous voulez bien lui poser. Donc il a des données, il y en a qui sont plus ou moins pertinentes, qui sont plus ou moins convergentes vers une réponse qui émerge de ces bases de données, où il a différents types de réponses qui sont dispersées et pas corrélées, mais il va quand même, on a des méthodes de calcul derrière qui fait qu'il trouve toujours une solution. Mais la solution, elle n'est pas forcément toujours
toujours robuste, on va dire. Et puis parfois, il y a beaucoup de création. C'est-à-dire qu'en fait, là, à un moment, quand on peut lui demander d'aller chercher de l'information déjà construite, hein, quand je fais la recherche, je vais lui demander par exemple d'aller m'expliquer ce que font telle et telle personne. Il va aller chercher de l'information et puis il va en générer avec le moteur de recherche. Donc des fois, il faut faire le tri entre ce qu'il nous dit. D'autant plus qu'on a du mal à connaître les sources qui ne sont pas données par ces moteurs-là. Pour la simple raison, c'est qu'il y a un moissonnage en fait, de données un peu massique qui rend compliqué les références. Et puis, un autre point, alors on sort peut-être un petit peu de l'application de logistique, mais c'est bien de le savoir, c'est qu'il y a aussi un domaine qui s'appelle l'apprentissage automatique contradictoire qui permet de regarder comment on peut détourner en fait, ces systèmes d'apprentissage automatique, hein, au même titre que voilà, les fausses informations qui sont véhiculées sur les réseaux sociaux. On est sur des aspects de vulnérabilité parce qu'effectivement, quand je moissonne des données très larges sur Internet et que une personne, une société ou un pays a décidé d'introduire de manière massique des données dans un certain sens, et bien effectivement, ça peut être intégré dans mon système de gestion de données, de la même manière que les mécanismes d'apprentissage, en fait, peuvent être facilement, enfin, pas facilement, mais peuvent être parfois être manipulés. Voilà. Merci Cyril. Si vous souhaitez, on peut passer à des questions. Si vous avez des questions, des interventions dans la salle. En fait, je voudrais poser la question sur... Ah oui. En fait, je voudrais poser la question sur comment on peut utiliser IA pour améliorer la gestion d'entrepôts. Est-ce que Alors, si vous n'avez pas entendu, c'est comment on peut utiliser l'IA pour la gestion d'entrepôts. Oui, il y a plein d'aspects derrière la gestion d'entrepôts. On peut, par exemple, ça me fait penser à certains projets dans notre laboratoire, on peut, par exemple, utiliser des drones, par exemple, dans des entrepôts pour faire de l'inventaire, des choses comme ça, en faisant communiquer des drones avec des robots. Voilà, c'est des choses... Donc il y a tout un tas d'aspects. Donc ça peut être de la robotique, par exemple, c'est ce qui me vient à l'esprit, mais il peut y avoir d'autres... Ça peut être aussi de l'optimisation du stockage des marchandises, des marchandises dans l'entrepôt, justement avec des robots. Et comme ça, en fait, les robots, quand ils sont connectés et communiquent entre eux, ça permet en fait d'identifier l'emplacement optimal pour poser telle et telle marchandise, de telle sorte que, par exemple, sa récupération soit facile, soit la plus facile. Parce qu'on sait que ce paquet-là doit sortir aujourd'hui et l'autre, il doit sortir dans un mois. Donc, on placera bien sûr le paquet dans la date de sortie et la plus proche à l'emplacement le plus accessible et ainsi de suite. Et aussi, pour la gestion d'entrepôt, c'est surtout aussi par rapport à la transmission de la donnée, c'est qu'on saura, comme disait Cyril, faire l'inventaire, le contenu par exemple des caisses. Donc c'est aussi l'IA peut aider à avoir cette information-là. C'est surtout en fait l'accessibilité de l'information et permettre de donner d'une façon simple cette information à l'utilisateur, avec des dashboards, c'est-à-dire des tableaux de bord, et lui conseiller quelle action faire, et bien sûr, comme disait Cyril tout à l'heure, c'est à l'utilisateur de valider. Donc, Là, je confirme, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec un diplômé de l'ISEL, et qui effectivement travaillait sur les entrepôts. Alors il m'a dit effectivement il avait utilisé le ChatGPT et
ChatGPT était extrêmement utile, notamment pour les modèles. Il avait rentré un cas usuel d'optimisation d'entrepôt. Effectivement, en fait, ce qu'il pouvait mettre 15 jours ou 3 semaines de calcul à faire avec les modèles classiques, c'était fait en 1 ou 2 heures. Donc là, effectivement, il gagnait du temps. Par contre, après, quand il a rentré un cas réel d'un de ses clients, ChatGPT lui a dit je vous fais une réponse fiable à 50%, pour pas dire, etc. Parce que ChatGPT n'a pas su trouver effectivement une solution, parce que chaque entrepôt est particulier, chaque entrepôt a ses caractéristiques, ses tenants, ses aboutissants. Et donc, ce que tu disais, c'est vrai, c'est-à-dire qu'à la fin, ça revient, ce qu'on appelle le métier, hein, de toute façon, c'est votre métier qui fera la différence à la fin. Mais c'est vrai que ça accélère tous les préliminaires d'optimisation, de dimensionnement, de choses comme ça. Je vais juste rajouter, justement, à la suite de tes propos, Thierry, c'est que c'est ChatGPT ou bien tous les outils avec l'IA générative et une base de travail. Donc, ils ont des informations, des données un peu partout. Pas appliquées à un métier bien déterminé. Après, maintenant, ce qui est en train d'être fait, c'est que ces modèles-là, on les applique à un métier bien spécifique. C'est les travaux sur lesquels c'est nos travaux chez Sogeit, c'est de se dire, OK, on va prendre, par exemple, ChatGPT ou bien tout autre outil, et on va intégrer les règles métier et on va voir ce qui va sortir. Et justement, là, ça va pallier à cette problématique ou bien le manque de connaissances de cette IA générative, parce qu'il aura les informations du métier. Et c'est ça, en fait, l'avantage, et c'est comme ça, à mon sens, qu'on doit utiliser l'IA en sa globalité. Bien, y a-t-il une autre question, non ? Non. Alors peut-être en conclusion, hein, ce que l'on pourrait dire peut-être en 2024, alors c'est pas exhaustif, hein, c'est des choix, hein, exactement comme on a fait le choix de vous parler des raisons d'associer l'IA et la logistique. Ce qu'il y a, effectivement, on a vu que l'IA datait pas d'aujourd'hui, puisque effectivement en 1956, c'est ça ? Non, c'est ça, oui. Et finalement, simplement depuis 2022. On a une accélération, une démocratisation de l'IA. Donc, c'est surtout le fait que ça soit maintenant ce qu'on appelle en open source, hein, qui fait que l'accès à l'IA est peu coûteuse. Hein, et donc, ça permet aussi de multiplier les applications. C'est un peu le même, ce qui s'est passé du côté de l'an 2000, quand il y a eu ce boom sur l'utilisation d'Internet. Hein, rappelez-vous les sites qui existaient, les sites web qui existaient sur Internet il y a une vingtaine d'années, et ce qui existe maintenant. Vous voyez le chemin parcouru. Une pression réglementaire accrue, ça c'est aussi pour les entreprises. D'ailleurs, c'est réclamé par les entreprises, hein, qui est effectivement des réglementations qui se mènent. Alors, effectivement, on n'a pas abordé le sujet de l'éthique, etc., parce que là, on y était pas un bon moment. Mais là aussi, il faut s'attendre à de plus en plus de régulation, de réglementation sur l'IA, son utilisation, ses limites, enfin, que sais-je, etc. Également, et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur l'entrepôt, on va davantage vers une collaboration accrue entre l'intelligence artificielle et humaine. Hein, c'est plutôt le scénario le plus réaliste finalement qui se dessine, sachant que l'expérience métier notamment, effectivement, pour l'instant est pas remplaçable. Hein, effectivement, c'est vraiment les deux qui vont cohabiter, et l'IA reste pour nos métiers, la logistique, effectivement un bel outil. De nouveaux investissements aussi, il faut s'attendre à de nouveaux investissements dans le domaine de l'IA. Jusqu'alors, effectivement,
les investissements des entreprises, alors, surtout les entreprises qui vont être touchées par des perturbations économiques, et les entreprises des approvisionnements, de la logistique aussi, sont bien sûr des entreprises qui subissent en permanence des aléas. Dès qu'il y a des aléas, dès qu'il y a une multiplication des données, eh bien l'IA est aussi une solution. Donc dans nos métiers, il faut s'attendre à de nouveaux investissements dans l'IA. Voilà. Donc on va s'arrêter là. Je pense qu'on est à peu près à l'heure. Et puis on vous remercie de nous avoir écoutés.